Vous êtes sur TV5 Monde. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et hebdomadaire. Au sommaire, cette semaine, c'était le premier objectif de la COP21, parvenir à un accord de mi-parcours. Objectif atteint, les représentants de 195 pays sont parvenus à une ébauche d'accord mondial pour lutter contre le réchauffement planétaire. Pourtant, aucun sujet de fond n'est tranché encore. Alors que dit ce texte et qu'est-ce qui coince? Quelles sont les chances de réussite de la COP21? La coalition militaire internationale contre le groupe extrémiste État islamique se précise. Qu'est-ce que l'arrivée de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne va lui apporter? Est-ce une réponse à l'appel de François Hollande ou une réaction à la proactivité russe? La réponse militaire est-elle suffisante? En France se pose aussi la question de la sécurité après les attentats de Paris. Déchéance de nationalité et durcissement de l'état d'urgence font polémique. L'exception va-t-elle devenir la règle? Et pour en parler, voici nos kiosqueurs ce dimanche. Jean-François Kahn, journaliste et essayiste français, historien de formation. En 1984, vous créez l'événement du jeudi, puis en 1997, Marianne, vous en êtes le directeur jusqu'en 2007 et vous continuez à collaborer avec l'hebdomadaire. Yves Tréhard, éditorialiste au quotidien français Le Figaro, dont vous êtes l'une des plumes depuis une quinzaine d'années. Andrei Gratchev, correspondant à Paris pour le bi-hebdomadaire russe Novaya Gazeta, journaliste, essayiste, ancien porte-parole et conseiller du président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev. Et enfin Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, Paris après Bruxelles, après l'Asie du Sud-Est. Vous couvrez en ce moment la COP21. Merci à vous quatre d'être ici avec nous ce dimanche pour commenter et analyser l'actualité de cette semaine. Il s'agit donc d'un texte de 48 pages pour sauver la planète, dont on va voir dans un instant avec vous ce que nous disent ces 48 pages. Les négociations en tout cas sont décrites comme difficiles dans la ruche parisienne de la COP21. Ailleurs dans le monde, on pourrait noircir des pages avec les effets concrets de l'emballement du réchauffement climatique. En voici quelques extraits avec ces reportages signés de la rédaction de TV5 Monde. Ici, comme dans beaucoup d'endroits du globe, le temps a changé. Autrefois, la région était bien arrosée, la météo assez clémente. Kony était l'un des greniers du Niger. Désormais, les vents venus du Sahara au nord sont plus violents. La pluie, elle, se fait rare. Ici, nous sommes les Sahéliens. Et on a de 800 à plus de 1000 mm d'eau de pluie dans l'année. Maintenant, on a à peine 400 mm. Et deux fois, il y a des années même qu'on n'arrive même pas à avoir les 400. Nous sommes dans le delta du Nil, au nord du Caire, une région qui à elle seule fournit 65% des richesses agricoles du pays. Mais le grenier de l'Égypte est menacé. Notre terre ne produit presque plus rien. Et vous savez pourquoi? C'est parce que la terre est de plus en plus salée. Et nous devons utiliser de plus en plus d'engrais chimiques. Ce sel vient tout droit de la mer Méditerranée qui borde le delta du Nil. En se réchauffant, la mer monte et s'infiltre dans le sol. La mangrove recouvre la quasi-totalité des côtes du Bénin. Mais ces 30 dernières années, sa surface a sérieusement diminué. Car de ces formidables ressources, l'homme n'a surtout retenu que le bois de palétuvier, coupé sans limite pour servir de combustible. Avant, je coupais le palétuvier, je le vendais et la mangrove disparaissait. Du coup, les hommes, quand ils allaient pêcher, ils revenaient avec très peu de poissons. On détruisait ce qui nous donnait à manger. Et les toits s'envolaient parce qu'il n'y avait plus de barrières pour nous protéger des vents. C'est pour ça qu'on a commencé à replanter. Est-ce vraiment la voiture qui pollue le plus? Eh bien non, 70% des émissions de CO2 proviennent du chauffage. Et dans ce domaine, les Bruxellois semblent plus enclins à changer. Ici, des panneaux solaires installés en plein centre-ville. Donc c'est quelque chose qui est important pour Bruxelles parce que ça va réduire la facture énergétique des habitants et ça va diminuer la pollution qu'on connaît aujourd'hui. 30% du territoire se situe au-dessous du niveau de la mer, 60% en zone inondable. Si rien n'est fait, c'est la quasi-totalité des Pays-Bas qui pourrait se retrouver sous les eaux avant la fin du siècle prochain. Mais si on s'y prend à l'heure, on a les réponses pour faire face au changement climatique.
Alors que d'enjeux, que de défis, c'est peut-être le moment le plus excitant de l'histoire de l'humanité, a déclaré l'acteur américain Sean Penn de passage à la COP21. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est excitant, la COP21? Peut-être Richard Verly, vous qui y étiez cette semaine. Oui, c'est assez excitant. C'est-à-dire qu'il y a énormément, bien sûr, de délégués, énormément d'organisations non gouvernementales, d'activistes. On voit tous, la plupart des stands. Il y a une véritable effervescence autour du climat. Elle est à la fois diplomatique pour la partie des négociations, mais elle est aussi informative pour tous ceux qui tentent de faire connaître les solutions. Donc je dirais oui, c'est plutôt une conférence qui est agréable à suivre de ce point de vue-là. Maintenant, le résultat purement diplomatique sur l'accord, bien évidemment, il est trop tôt pour le dire. Elle semble bien partie, à mi-chemin, mais il y a encore beaucoup de points d'interrogation. André Gretschev, c'est excitant pour vous? C'est quelque chose oui, que vous suivez avec intérêt? On a l'image encourageante, d'une part, d'une sorte de l'unanimité tout à fait naturelle, puisqu'il s'agit d'un défi universel. Même il y a une sorte de symbolique, à mon avis, avec le nombre de pages. 48 pages, on a le sentiment comme s'il ne nous reste que 48 heures pour sauver la planète. Sauf que, on sait bien, le diable, c'est dans le détail. Et donc, cette unanimité risque de se briser à partir du moment où on va attaquer le fond des problèmes et surtout le fonctionnement de mécanismes de contrôle, le financement. Et c'est là voilà, qu'on va voir si, en effet, cet événement va se démarquer de la précédente, qui était un échec à Copenhague. Échec ou succès, Yves Tréhard? Je sais pas, moi ce qui me fascine, c'est la dramaturgie qui accompagne ce sommet. Le monde entier, enfin tous les décideurs, chefs d'État, chefs de gouvernement, 150 au début de la semaine étaient à Paris, la circulation bloquée. Si on n'y arrive pas, M. Gratchev a raison, on a l'impression qu'on va mourir. C'était déjà le cas à Copenhague, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans. On en fait des plats, on en fait des tas, on fait énormément d'articles, de reportages, tout ça. Mais si vous regardez les chiffres de vente, par exemple, des journaux consacrés qui font leur une avec la COP21, c'est un désastre total. Ça n'intéresse personne, apparemment, puisque les gens n'achètent pas les journaux. Alors, il y a un déphasage, là. Je pense qu'il est vrai que le climat et que le réchauffement climatique, aujourd'hui, est probablement, il ne faut pas le nier, une préoccupation, pas uniquement des Français, mais dans le monde entier, et là où les gens sont informés, parce que malheureusement, ceux qui trinquent le plus, ce sont souvent les populations des pays les moins avancés, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et ces gens-là n'ont pas accès à l'information comme nous. Mais tout ça est flou, tout ça est... Et puis, il n'y a rien de contraignant, parce qu'on dit un accord contraignant. Alors ça, c'est l'objectif à la fin de la semaine. Il faut que le but, ça soit un accord contraignant. Mais il n'y a jamais rien eu de contraignant en droit international à partir du moment où vous ne reconnaissez pas l'accord, où vous ne voulez pas l'appliquer. Comme il n'y a pas de tribunal international pour faire appliquer l'accord, on n'ira nulle part. Première chose. Et deuxième chose, quand bien même il y aurait un tribunal... Mais le tribunal, il faut le reconnaître aussi. Par exemple, la Cour pénale internationale, les États-Unis veulent surtout pas la reconnaître. Les Israéliens veulent surtout pas la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si on met le doigt là-dedans, on va être marron. Jean-François Kahn, c'est un avis que vous partagez? Non, mais il a raison. L'important, c'est... Parce qu'évidemment qu'il y aura un texte. Évidemment qu'on se mettra d'accord. Vous ne croyez pas qu'on va dire « Ah ben non, finalement, on s'est fait une raison. » Voilà. On a discuté entre nous et on en a conclu qu'il faut se faire une raison du réchauffement climatique. Personne ne croit ça. Donc évidemment, il va y avoir plein de bonnes intentions. Maintenant, l'aspect, c'est les contraignants ou pas. À partir du moment où les États-Unis ont dit très clairement qu'ils n'accepteraient pas que ça soit contraignant et que même s'ils l'accepteraient, ça ne passerait pas au Congrès, parce que la majorité républicaine n'acceptera pas. Bon, déjà, le problème, ça sera semi-contraignant. C'est comme le fromage semi-pasteurisé qui n'est plus au lait cru. Là, vraiment, ça sera semi-contraignant. Donc, si je vous entends bien, l'affaire est réglée, en fait. Ça ne sera pas vraiment, ça sera pas vraiment contraignant. Cela dit, oui, il y a... alors, pourquoi les gens s'y intéressent pas? Il faut dire aussi qu'il y a eu les attentats, et vous avez l'élection en France. Des régionales aujourd'hui, je le précise. Les régionales, etc. Donc il y a eu 2 effets de sidération. C'est comme ça, on est pris en tenaille, 2 effets de sidération. Et arrive tout à coup... Mais d'ailleurs, c'est intéressant. C'est-à-dire, le problème de l'avenir de la planète
lointain, dramatique, tout à coup est éclipsé par quelque chose de plus prégnant aujourd'hui, le terrorisme, ou tel résultat des élections régionales. Bon, ça joue beaucoup. Cela dit, les gens sont conscients qu'il y a un réchauffement. Je vais vous donner pas une anecdote, un petit fait. Le dimanche dernier, j'ai été près de chez moi à Noyers, qui est un village absolument merveilleux, je ne sais pas si vous connaissez dans l'Yonne, et au marché de la truffe. C'est un truc traditionnel, la truffe de Bourgogne. Le marché de la truffe. C'est un grand événement à Noyers. Il n'y a pas de truffe. C'est la première fois où le marché de la truffe, il n'y a pas de truffe. C'est quand même... bon, pourquoi ? Parce que la truffe a besoin de froid, a besoin d'humidité, et la chaleur continuelle qu'il y a eu pendant l'été, etc., fait qu'il n'y avait absolument plus de truffes. On peut aussi parler... j'ai une maison près de Granville où les falaises, oui, donc, avec des villas magnifiques, et puis on se dit, mais elles vont durer dans combien de temps ? Elles ne vont pas s'effondrer. Il y a un risque qu'elles s'effondrent. Mais la question, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il y a un réchauffement. Enfin, en gros, bon, la question, c'est est-ce que l'activité humaine en est la raison essentielle ? C'est ça le débat. Or, je ne sais pas si c'est la raison essentielle, la vérité, mais c'est une des raisons, c'est évidemment que c'est une des raisons. Malheureusement, je crois que certains ont fait preuve d'un tel terrorisme intellectuel sur ce problème que ça a été contre-performant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui se font un devoir de nier que l'homme puisse y être pour beaucoup, parce qu'on en a fait comme une obligation absolument de façon terroriste de le croire. Dernière remarque, il ne faut pas quand même être hypocrite, et des hypocrites, il y en aura, car enfin, le problème, c'est le dégagement du CO2. Et qu'est-ce que le Parlement vient de voter, M. Macron ? Oui, le fait qu'on va déverser des cars sur les routes. On vient de voter une loi pour déverser des cars, c'est-à-dire des tonnes de CO2 sur les routes. Et en même temps, on a le grand Barnum de la réunion climatique. Alors, peut-être pour rebondir là-dessus, ça tombe assez bien. On va montrer la une du Figaro, votre journal Yves Tréhard. Les meilleures intentions du monde, c'était en début de semaine, un titre ironique. On peut en effet réellement s'interroger sur la volonté politique. Donc lundi, lors de l'ouverture de la COP21, on a entendu des discours assez musclés, assez volontaristes, qui ont même parfois un petit peu surpris. Est-ce que du coup, le risque n'est pas plus grand de décevoir ? Alors, le risque de décevoir, il existe toujours. Moi, je vais jouer l'optimiste un petit peu sur le plateau. C'est-à-dire que j'étais également à Copenhague. J'ai suivi Copenhague. Et je peux dire que l'atmosphère, elle est radicalement différente. Bien évidemment, ça ne garantit pas un accord, loin s'en faut, ou encore moins un accord contraignant comme on aimerait idéalement le voir. Mais à Copenhague, on avait véritablement le sentiment d'être dans une partie de punching ball diplomatique internationale entre des pays qui, au fond, se faisaient tous tordre le bras et n'avaient pas envie de signer quoi que ce soit. Là, clairement, il y a une envie d'aboutir à un consensus. On sent qu'il y a des voix qui posent problème. Je pense que lors des interventions des chefs d'État et de gouvernement, l'intervention du Premier ministre indien qui est intervenu en fin de journée, donc elle a été moins médiatisée, elle était très claire. Il a dit, nous, on ne veut pas abandonner les énergies fossiles parce qu'on a besoin de se développer. Donc voilà notre point de vue et il faudra en tenir compte. Alors, c'est vrai, mais en même temps, on sent qu'il y a cette volonté d'aller de l'avant. Et je dirais que par rapport à ce que disait M. Kahn tout à l'heure, c'est déjà un progrès énorme. Alors, il est clair que ça ne résout pas tout, mais de voir qu'il y a eu une telle quand même... 150 et quelques chefs d'État se seraient-ils déplacés s'ils n'avaient pas envie que cette conférence se termine par quelque chose de positif ? Alors peut-être qu'ils voulaient faire du show et se montrer à Paris, mais... Moi, je pense à ce stade qu'il y a de bonnes chances qu'on arrive à un accord. Il sera évidemment incomplet, mais est-ce qu'il vaut mieux un accord incomplet pour ensuite le perfectionner ou pas d'accord du tout ? Contraignant ou pas, vous voyez, je dirais qu'il y a peut-être un autre aspect, pas juridique, mais qui peut s'avérer plus contraignant que toutes les conventions qui pourraient être signées. C'est en effet c'est le climat psychologique, en quelque sorte, qui, à mon avis, est en train de changer, comme vous dites. En train de se réchauffer. Depuis Copenhague. Et je vais sortir pour cela un exemple un peu plus dramatique que ce que vous venez de donner au sujet du marché de truffes. C'est Tchernobyl. Parce que, vous voyez, la Russie, mon pays,
qui avaient le sentiment, ou peut-être la capacité, de vivre dans l'illusion comme si le problème du changement de climat ne le concernait pas, puisque déjà, à cause de son espace, l'énormité du territoire, de ses ressources, et deuxièmement, à cause de son climat, puisqu'il s'agit d'un pays froid. Et donc, c'est un pays qui, curieusement, enfin, dont la population, une bonne partie, avait le sentiment comme s'il ne perdait pas grand-chose avec le réchauffement climatique. Au contraire, certaines zones eh bien, de la taïga, de la Sibérie pourraient en profiter. Arrive Tchernobyl, et là, c'est un choc psychologique qui eh bien, démontre à tout le monde plus de frontières nationales, plus de possibilités de se réfugier derrière ces barrières, après tout, artificielles, dans ce monde qui est déjà global. Et donc, de ce point de vue, on ne sait même pas si on n'a pas déjà traversé le point de non-retour. Je crois qu'il y a une chose qui me... Moi, je suis d'accord, il y a une prise de conscience des populations et il y a aussi une crainte de la part des chefs d'État, des dirigeants de notre monde. Par exemple, là, nous, on voit ça de chez nous, là. Mais si vous allez en Chine, les Chinois en ont de plus en plus assez de vivre dans des conditions de pollution, mais terribles dans les grandes agglomérations, et Dieu sait s'il n'y a que des grandes agglomérations là-bas, et ça devient un enjeu politique énorme pour le régime. C'est-à-dire que le régime communiste, si jamais, dans certaines grandes métropoles comme Pékin, l'air est irrespirable, Shanghai, Canton, d'autres villes, s'ils n'arrivent pas à résoudre le problème de la population, mais les populations sont susceptibles de se soulever. Tellement c'est impossible de respirer. Parce que ça vicie non seulement l'air, mais la vie de tous les jours. Les gamins, quand ils vont à l'école, vous pouvez plus circuler, vous savez plus ce que vous mangez, tellement c'est sale. Enfin, c'est vraiment un problème majeur. Et c'est pour ça que on pourrait se dire, le président chinois, il en a rien à faire de la COP21, il est au-dessus de ça. Mais non, il vient, mais parce qu'il sait très bien que s'il ne vient pas, un changement de position sa population, de la Chine, là-bas, c'est un enjeu. Hein, et vous soulevez justement un point assez précis, parce que jusqu'à présent, les exemples que vous avez donnés sont des exemples effectivement climatiques. On sait aussi que le climat aura des conséquences sur les mouvements de population, notamment guerre potentielle, etc. Quel est le risque principal, selon vous, à l'heure actuelle, s'il n'y a pas d'accord ? Monsieur Kahn, peut-être. Je ne sais pas, il y aura un accord. Non, il y aura un accord. Après, est-ce qu'il y aura un accord suffisant ? Parce que c'est la question. Est-ce qu'il y a des ambiguïtés ou pas des ambiguïtés ? Est-ce qu'il y a ça cache de l'hypocrisie ou que ça cache pas d'hypocrisie ? On est tous d'accord. Pour la raison que vous avez dit, qui est très juste, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une opinion, qu'il y a une pression, il y aura un accord. Faut pas, voilà. Un mauvais accord ne sera peut-être pas suffisant. C'est un peu ce que. Mais cela dit, on ne peut pas, puisque tu parles de la Chine, parmi les choses qu'on ne peut pas dire, ce qui est toujours mauvais quand on impose par la force, parce qu'il y a un non-dit, si vous voulez, hein, il y a un inconscient qui n'ose pas s'exprimer. Il y a le fait que tout ça est lié aussi à un autre problème, qui est la démographie. Oui. Non, faut pas le dire, que c'est un rapport avec la démographie et qu'il faut se poser la question. Non, je crois qu'il faut tout dire. Il faut pas donner l'impression qu'on dit... Tu vois, il faut donner l'impression qu'on dit des choses parce que c'est vrai et qu'on ne dit pas des choses parce qu'il est obligatoire de les dire. Voilà. Oui, tout à l'heure, vous disiez le diable se cache dans les détails, évidemment, mais plusieurs diables peuvent aussi se cacher dans un accord. Moi, j'ai été très frappé hier, juste après la conférence de presse qui annonçait justement le pré-accord qui a été transmis aux ministres, puisqu'ils en discuteront à partir de lundi. La première conférence, le premier point qui a été organisé, c'était par les partisans du nucléaire, qui disaient, voilà, c'est formidable, parce que nous allons vers un accord, mais le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement, c'est le nucléaire. Mais ils sont en train de gagner des points. Ils sont en train de gagner des points. Or, on sait les conséquences, vous avez parlé de Tchernobyl, on connaît les conséquences du nucléaire. Donc voilà, un diable dans les détails. Deuxième chose quand même, la situation des petites îles du Pacifique. Moi, j'étais très frappé, la prise de parole du président de Tuvalu, donc cet archipel dans le Pacifique, qui a montré une vidéo-fiction où on voit son pays disparaître. Littéralement. Et les petites îles du Pacifique, là, sont dans une situation extrêmement compliquée parce qu'elles ne veulent pas 2 degrés comme c'est affiché sur l'écran, elles veulent 1,5 et bien évidemment, elles n'obtiendront pas gain de cause. Alors, il y a une... C'est même pas sûr qu'on puisse, d'ailleurs. C'est même pas sûr, par ailleurs, qu'on puisse. Il y a un autre débat. C'est tout le problème de la responsabilité humaine. Si elle est essentielle, on peut.
Mais si elle n'est pas aussi essentielle qu'on le dit, on ne peut pas. Alors, quelle est la place de la société civile là-dedans? Parce que d'un côté, on voit qu'il y a une semaine manifestation mondiale, 600 000 personnes à travers la planète, c'est quand même pas grand-chose. Par ailleurs, on voit qu'il y a une réelle volonté, une réelle prise de conscience. Est-ce que le levier se trouve là? Je pense que la société civile est là. C'est elle qui a fait l'écologie à l'origine. Parce que si vous prenez... On prend la classe politique française, je suis désolé, les têtes, hein, si vous prenez François Hollande, si vous prenez Nicolas Sarkozy, si vous prenez... Et on peut remonter jusqu'à De Gaulle. On peut remonter jusqu'à De Gaulle. Alors je sais que Pompidou, il a nommé, c'est le premier à avoir nommé un ministre de l'écologie, M. Poujade, en 72. Mais ce sont tous des écologistes d'occasion, tous les responsables français. À part Ségolène Royal, je veux bien croire, qui avait une sensibilité, mais les autres, ils y ont été contraints par l'opinion. Regardez le Grenelle de l'environnement de Sarkozy. Mais Sarkozy, il fait le Grenelle de l'environnement, puis l'année suivante, il va au salon de l'agriculture, il dit maintenant, parce que la croissance déclinait... On a marre de l'écologie. Maintenant, l'écologie, ça suffit. Bon, vous voyez, ils ont quand même... Donc c'est quand même la société civile qu'il est aujourd'hui. Vous pourriez plus dire ça. Je pense qu'il y a une conscience écologique dans tout citoyen, que ça fait quasiment partie, je déteste ces mots-là, mais de la citoyenneté, quoi. Et donc c'est, pour les hommes et les femmes politiques, vous êtes obligés d'être à la page de cela et poussés par l'opinion, par... des lobbies, c'est pas un gros mot, pourquoi pas Dans beaucoup de domaines, l'expertise est d'ailleurs chez la société civile. C'est-à-dire ce sont les organisations non gouvernementales ou les lobbies qui, dans leurs domaines respectifs, ont l'expertise, tant pour mesurer les émissions polluantes que pour imaginer des mécanismes de financement, etc. D'ailleurs, en Suisse, on va rester en Suisse avec vous, puisque vous parliez de la classe politique française. Tournons-nous vers la Suisse. Les Verts envisagent la possibilité, pardonnez-moi, d'assigner la Confédération en justice pour l'obliger à prendre des mesures efficaces afin de protéger le climat. Alors ça fait débat en Suisse, mais est-ce que c'est une option ? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que ça fasse un énorme débat. La mesure dite comme ça paraît faire débat, mais elle n'en fait pas non plus tant que ça. Il y a clairement un lobby écologiste suisse qui est très fort, qui par ailleurs est divisé. Vous avez en Suisse ce qu'on appelle les Verts libéraux, qui sont des Verts qui se sont positionnés pour une compatibilité avec l'économie de marché, donc des Verts centristes de droite en quelque sorte. Donc je crois que ça c'est très intéressant. En même temps, ce n'est pas une force politique qui a pour l'instant réussi à embarquer autant d'électeurs derrière elle qu'elle l'aurait pu sur le papier. Mais est-ce que c'est une piste de réflexion, Andrei Gratchev, puisque leur argument est de dire qu'un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut pour l'environnement, en fait, est dans une situation de violation des droits humains. Vous parliez de Tchernobyl tout à l'heure. Oui, la spécificité, je dirais, de la situation russe, c'est que il s'agit d'un pays dont le système, le pouvoir, même, dirais-je, post-communiste et post-soviétique, est encore en train de découvrir la société comme un partenaire et peut-être comme une force avec laquelle elle est obligée d'arriver à des accords. Par exemple, on a eu un exemple important, le tracé d'un gazoduc stratégique très important et bien sûr extrêmement coûteux qui devra transporter le gaz russe en direction de la Chine, a été sous la pression de l'opinion publique. Des manifestations qui ont été organisées dans la région du lac de Baïkal, en Sibérie, de quelques centaines de kilomètres, puisque ça menaçait de polluer toute la région. Mais en plus de la société civile, je voudrais quand même faire parler d'une autre partie de la société qui, à mon avis, est importante. En partie, ça a été mentionné par Jean-François quand vous avez parlé des autobus. C'est le business. Puisque, à mon avis, tant qu'on ne parvient pas, c'est la logique de son fonctionnement, d'arriver à une situation où sauver la planète devient profitable pour le business, à mon avis, n'importe quelle convention, texte diplomatique, international, ne parviendra pas à apporter les résultats. Par contre, et au contraire, polluer, ça doit devenir porteur de ruines économiquement. Donc, c'est à partir de l'intérêt économique, à partir du moment où ça soit incrusté dans la logique de l'application de ces accords, où ça peut devenir réaliste. Tout le monde est d'accord avec ça ? Je ne suis pas soupçonnable d'être gauchiste, mais
des organisations un peu gauchistes ont lancé un slogan qui n'est pas faux, qui consiste à dire c'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le système. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, objectivement. Alors, dernière question que je vous soumets, après on va passer au thème suivant. Ça fait un petit peu épreuve du bac de philo. Vous me dites ce que vous en pensez. L'homme occidental moderne s'est détaché de la nature. C'est ce que constatent les éco-psychologues. Alors, est-ce qu'il faut soigner l'esprit pour soigner la terre? À vos copies. Oui, enfin, moi, je trouve... là, je suis plutôt assez réservé. Et c'est sûr que c'est dans une culture de la... Mais M. Grachev a raison. À partir du moment où on aura trouvé un logiciel de production qui soit un logiciel qui dégage de la croissance tout en respectant l'environnement, mais ce jour-là, tout le monde aura gagné et tout le monde sera d'accord. On ne peut pas être contre ça. C'est comme, vous ne pouvez pas être pour la pollution. Personne ne peut être pour la pollution. Mais c'est vrai que quand il y a des intérêts économiques qui sont en jeu, si on arrive à démontrer, et c'est bien la faiblesse d'ailleurs du discours politique, je parle en France, je parle de ce que je connais, la faiblesse du discours politique en France, c'est que personne n'arrive intelligemment à démontrer que si on change le logiciel de production en respectant l'environnement, eh ben, on peut faire de la croissance, on peut créer des emplois. Sauf que ça a été dit n'importe comment. Vous voyez la dernière campagne présidentielle. Vous avez Mme Eva Joly qui représentait Europe Écologie Les Verts. Mme Eva Joly va de tribune en tribune en disant « On va créer 1 million d'emplois avec les emplois verts ». Oui, mais comment ? C'est pas vrai en plus, c'est faux. Vous voyez, alors et les gens sont pas dupes quand même. Donc là, il y a une pédagogie à faire de la part des hommes politiques, mais il faut que pour ça, ils soient eux-mêmes compétents. Ils ne le sont pas. Votre mot de conclusion sur ce thème, Jean-François Kahn? Le problème, c'est... Oui, l'homme occidental s'est éloigné de la nature. C'est-à-dire que le développement occidental, la révolution industrielle, s'est fait d'une certaine manière en violation de la nature. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit ça, parce qu'on a la pollution, et on parle à des gens, c'est-à-dire les gens des pays non industrialisés, en leur disant « faut arrêter, donc arrêtez ». Il dit « mais attendez, laissez-nous d'abord arriver à votre niveau ». C'est trop facile. Vous arrivez à ce niveau-là, et maintenant, sous prétexte que vous en souffrez, vous voulez nous empêcher, nous, d'arriver à ce niveau. C'est un des problèmes de la difficulté, me semble-t-il, du débat. J'ajoute à ça le fait qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, la solution ou les solutions sont des solutions qui impliquent la technologie plutôt que le retour à la nature. C'est-à-dire ce qui va permettre éventuellement de faire infléchir la courbe du réchauffement, c'est des technologies, c'est des moyens, des innovations. Et donc, de ce fait, l'idée que le retour à la nature serait la solution ne me paraît pas tout à fait... D'où le fait que les écologistes... Pour ceux qui le défendent, la relance du nucléaire. D'où que les écologistes qui ont lancé le débat, et on doit les en remercier, aujourd'hui ils reçoivent en boomerang le fait qu'on dise mais ce qui est le moins polluant, c'est le nucléaire. Ce qui réchauffe le moins, c'est le nucléaire, alors qu'ils sont contre. Et nous saurons donc dimanche prochain, nous en parlerons dans Kiosque, nous saurons donc de quoi est fait cet accord. Est-ce qu'il est contraignant? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à la deuxième question qu'on va se poser dans Kiosque aujourd'hui. Où en est-on 3 semaines après les attentats de Paris? Les États-Unis privilégient l'hypothèse d'un acte terroriste après la tuerie de San Bernardino, saluée par le groupe État islamique. La Russie se félicite d'avoir procédé en une seule semaine à plus de 1000 frappes en Syrie. Les avions britanniques et allemands sont entrés dans le conflit. Et à bord du porte-avions Charles de Gaulle, François Hollande a fini de revêtir son uniforme de chef de guerre. Voici la semaine en images. J'ai décidé d'intensifier le combat contre Daesh en Syrie et en Irak. Intensifier le combat veut dire intensifier les frappes. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé que le groupe aéronaval soit déployé en Méditerranée orientale. Nous étendons notre participation à l'alliance existante contre cet ennemi commun, l'organisation État islamique, mais maintenant en Syrie. Cette extension de notre mandat se fera par un engagement militaire. 397 voix pour le oui, 223 pour le non. Le oui l'emporte. Le oui l'emporte. Chaque État civilisé doit aujourd'hui contribuer à la lutte contre le terrorisme, faire preuve de solidarité, non pas par des déclarations, mais par des actions concrètes.
Nous savons que l'organisation État islamique et d'autres groupes terroristes encouragent activement des personnes partout dans le monde et dans notre pays à commettre de terribles actes de violence. C'est pourquoi nous envoyons un message à tous ceux qui essaieront de nous blesser. Nous sommes Américains. Nous défendrons nos valeurs, celles d'une société ouverte et libre. Nous sommes forts, nous sommes résistants et nous ne nous laisserons pas terroriser. Et puis un mot encore du Canada, puisque dans son premier discours de politique générale pour 2016, le nouveau Premier ministre Justin Trudeau n'a pas évoqué la fin des bombardements en Irak et en Syrie contre le groupe État islamique. Tout juste a-t-il indiqué, je cite, qu'Ottawa continuera de collaborer avec ses alliés dans la lutte contre le terrorisme. Après ce qu'on vient de voir, est-ce que vous avez l'impression qu'on essaie d'éteindre un incendie avec un lance-flamme? André Gratchev, peut-être. Bon... Pour tout dire, franchement, j'ai l'impression d'assister à ce qu'on appelle le déjà-vu. Il y a une sorte de tentation de la réaction quasiment impulsive des classes politiques face à des crises de dimension, parfois à des événements qui les dépassent, et bien de recourir à des moyens qui sont dans la boîte d'outils traditionnelle des politiques. La guerre, on déclare la guerre. Mais l'Amérique a déjà déclaré la guerre au terrorisme. Sauf que pour George W. Bush, l'ennemi à l'époque, c'était Al-Qaïda. Mais à partir du moment où on entre dans la guerre, on peut mettre la tenue, comme l'ont fait parfois certains dirigeants, Poutine, Yeltsin, George W. Eh bien, les autres questions arrivent, et là, on ne peut pas les ignorer. La guerre, l'ennemi, c'est qui l'ennemi? Les fronts ou les frontières, et quoi la victoire? Comment on définit tout cela? Et donc, de ce point de vue, il est vrai que pour certains aspects de la situation, il est important d'employer la force, mais si on parle de la guerre, il faut, à mon avis, être conscient de ce qu'il s'agit, d'une notion extrêmement riche et obligeante. Comment c'est perçu en Russie? Comment les Russes perçoivent cette entrée de la Russie sur ce terrain-là? Bon, déjà, la Russie ne découvre pas la guerre contre le terrorisme avec les événements qui s'étaient passés il y a quelques semaines et même il y a quelques mois. Je vous rappelle les cas de Nordost à Moscou, la prise des otages en plein centre de Moscou, le théâtre qui a fait plusieurs centaines de victimes, la prise de l'école à Beslan. Et donc là, on a déjà vécu avec ce sentiment de ce qu'il s'agit d'un phénomène qui est extrêmement difficile à gérer. Jusqu'à un certain moment, j'avais le sentiment comme si la Russie était prête à laisser l'Occident de se débrouiller dans le marécage des problèmes qu'il a produit après tout lui-même. Surtout dans cette zone du Moyen-Orient, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. Et bien, de ce point de vue, Poutine ne se privait pas de plaisir de rappeler la responsabilité occidentale pour la création de toutes ces crises. Maintenant, avec l'entrée assez inattendue, de mon point de vue, de la Russie dans l'action militaire en Syrie, peut-être avec des arrière-pensées politiques pour cette action. Curieusement, la Russie se trouve dans le même panier avec l'Occident. Et d'une certaine façon, bizarrement, peut-être paradoxalement, c'est cette situation qui a des chances de rapprocher la Russie à ses partenaires occidentaux. Est-ce que justement, on peut dire que l'une des réussites de cette coalition qui a été initiée par François Hollande, ça a été de tendre la main à la Russie, justement? Est-ce qu'elle est là, la victoire, Yves Tréhard? Oui, il a mis du temps, parce qu'il y était plutôt hostile. Au début, Poutine était aussi méchant que Bachar el-Assad, enfin peut-être pas tout à fait, mais presque. Lequel Bachar el-Assad était aussi méchant que al-Baghdadi, le soi-disant chef de Daesh, de l'État islamique, de l'organisation de l'État islamique. Tout ça, c'est quand même très très flou, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment qu'il fallait bien négocier pour François Hollande après les attaques islamistes du 13 novembre. Et là, on l'a vu apparaître en disant il faut une grande et unique coalition.
Le mot étant, tout étant résumé dans l'unique coalition. On s'aperçoit que ce n'est pas une coalition, c'est une coopération avec des États qui ont tous des intérêts divergents, on le voit bien. Moi je pense, mais je ne suis pas aussi calé que M. Grachev pour ce qui est de la Russie, évidemment, mais je crois que pour la Russie, c'est capital d'être dans ce cercle-là pour montrer que la Russie, c'est une grande nation. Et ça reste une grande nation, puisque le grand problème de Vladimir Poutine, c'est d'affirmer au monde que la Russie reste la Russie, éternelle, qu'elle a toujours été grande et qu'elle reste grande. Néanmoins, on le voit bien, les intérêts de Moscou ne sont pas ceux de Washington ni de Paris. C'est pas du tout les mêmes intérêts. Et puis alors là-dedans, vous avez un autre pays qui est quand même qui est ingérable, c'est la Turquie. Hein. Est-ce que c'est justement parce que Vladimir Poutine, c'était un peu le méchant vu d'Occident, est-ce que le nouveau méchant, c'est pas Recep Tayyip Erdogan? Erdogan est devenu le grand méchant maintenant. Tout le monde est d'accord avec ça? Grand méchant ou pas, mais comme vous venez de le dire, le problème de cette coalition, d'ailleurs le mot coalition, oui. Eh bien, pareil, voilà, chacun parle de sa coalition, oui. Et c'est ça qui fait le problème. Poutine, quand il arrive à l'Assemblée générale des Nations Unies, il parle de la coalition, qui doit s'inspirer de l'exemple de la coalition de la Deuxième Guerre mondiale anti-Hitler. Sauf que qui est Hitler aujourd'hui? Oui. Eh bien, c'est différent. Al-Baghdadi pour certains, Bachar al-Assad pour les autres. Eh bien, je suis obligé de rappeler que Hillary Clinton, il y a encore 1 an, 2 ans, n'a pas hésité de comparer Poutine à Hitler. C'était enfin en pleine crise ukrainienne. Donc, construire une coalition avec, je dirais, les intérêts tous azimuts de ses membres, avec maintenant la Turquie qui arrive avec ses propres intérêts, puisque pour les Turcs, il paraît que le souci principal, c'est de se protéger contre le séparatisme kurde, voilà, qui risque de constituer pour eux le problème essentiel, peut-être vital, alors que ces mêmes Kurdes sont des alliés, peut-être la première force réelle contre Daesh, qui, pour l'instant, a été, c'est confirmé, d'être la seule efficace. Qui est la seule à être au sol, en tout cas, de façon constante. Oui, parce que si on revient aux images de François Hollande sur le porte-avions, la question qui spontanément vient à l'esprit, c'est « et maintenant ?» Donc ça y est, le Charles de Gaulle est sur zone, le maximum possible d'avions français est engagé, je ne crois pas qu'il soit possible d'en engager davantage, les Allemands viendront en soutien, les Anglais vont frapper, et alors or, il me semble que maintenant des voix militaires et pas seulement militaires commencent à dire, de toute façon, il faudra aller au sol. Si véritablement le but, c'est non seulement de circonscrire, mais d'éradiquer, en tout cas de battre militairement l'État islamique, il faudra aller au sol. Et alors là, grande question, qui va aller au sol? Comment? Avec quels moyens? Évidemment, on peut toujours dire sur le papier, on va envoyer des troupes arabes, lesquelles? On parle des Kurdes à l'instant, lesquelles autres? Quelles sont les autres troupes qui pourraient y aller? Et donc je crois que ce que soulève l'intervention de François Hollande sur le Charles de Gaulle est encore plus important comme problème que ce qu'il a réglé, entre guillemets, en envoyant les Rafales bombarder davantage l'État islamique. Ce n'est pas la France qui a changé, ce sont les circonstances qui ont évolué. C'est en gros l'argument du Quai d'Orsay pour justifier ce virage diplomatique, notamment avec la Russie. Alors, vous imaginez le gouvernement français qui dise « les circonstances n'ont pas du tout changé, mais c'est nous qui avons décidé de faire 100% l'inverse ». Personne ne reconnaît. Hein, on faisait une politique, on vous a dit qu'elle était bonne, puis tout à coup, on a eu une illumination dans la nuit. On va faire la politique absolument inverse. Donc, on est obligé de dire que c'est les circonstances qui ont changé. Parce que jamais on n'a vu ça. Un changement de politique dans tous les domaines. Diplomatique, guerrier, sécuritaire et même économique. Un changement à 100% comme ça, en 3 jours, on n'a jamais vu ça. Mais en même temps, c'est des illusions ou des hypocrisies qui se dissipent. La presse a peu remarqué, la presse qui également devrait d'ailleurs aussi faire son autocritique, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas pu lire, qui n'a pas beaucoup remarqué que Hollande sur le porte-avions au large de la Libye, c'est ni plus ni moins que Bush sur son porte-avions après la guerre d'Irak. Bon, il n'a pas dit mission accomplie. Voilà, il n'a pas dit mission accomplie, mais il le sous-entend, on va l'accomplir. Ce n'est qu'un début. En ce qui concerne ce que Jean Cachaff a évoqué,
rappelez-vous, quand il y a eu ces actes terroristes contre l'école ou contre le théâtre en Russie, quelle était la position, en gros, des journaux français, entre nous, la majorité des journaux français? Ils étaient plus sévères contre les Russes que contre les terroristes. C'est vrai. Beaucoup plus sévères contre les Russes, contre les terroristes. Quand vous avez eu les ancêtres de Daesh, les ancêtres exactement de Daesh en Algérie, pendant la guerre civile, qui tuaient les bébés en fracassant leur tête contre les murs, qui tuaient des intellectuels, quelle était la position des journaux français? La plupart, c'était qu'ils étaient plus hostiles à l'armée algérienne, au gouvernement algérien qu'aux terroristes. Ils disaient qui tue qui? Les types disaient c'est nous qui tuons, et la presse dit non, c'est pas sûr. Il y a eu cette situation. Alors maintenant, en effet, le problème, c'est qu'on n'a jamais vu dans une guerre la possibilité de gagner simplement en bombardant. Même en 1944, l'Allemagne était en possibilité de résister. Enfin, Dieu sait qu'elle en avait reçu des bombes. Était en possibilité de résister. On n'a jamais vu ça. Donc, si on veut battre Daesh, qui a un territoire quand même, qui s'organise sur un territoire, où vont les apprentis terroristes, où ils s'entraînent, où ils vont à l'école du terrorisme. Donc, il faut reprendre ce territoire. Le reste, c'est littérature. Il faut reprendre ce territoire. Pour reprendre ce territoire, il faut intervenir sur terre. Or, sur terre... on dit qu'on ne va pas, on n'y va pas, les Américains ne vont pas. Et alors, il y a les Kurdes, il y a l'armée syrienne, Hezbollah. Il y a le Hezbollah, il y a les volontaires chiites, donc on en arrivera finalement, quoi qu'on dise, aller jusqu'au bout de ce changement de ligne, et on en arrivera à collaborer d'une certaine manière avec ces forces terrestres pour pouvoir reconquérir ce territoire qui est tombé aux mains des terroristes. L'arrivée d'une analyse intéressante cette semaine, elle nous vient du journaliste français Nicolas Hénin. Nicolas Hénin a été otage du groupe État islamique, donc il les connaît de l'intérieur. Il a été otage pendant 10 mois en 2013. Il a accordé un entretien à The Syria Campaign, un groupe international de soutien aux civils syriens. Il dit en gros que les bombardements tuent des civils et les poussent à rejoindre les extrémistes. On n'a d'ailleurs pas de bilan de ces frappes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on fait fausse piste avec la voie militaire telle qu'elle est engagée maintenant? Alors la difficulté, c'est qu'il faut endiguer, de toute façon, il faut contenir l'État islamique, il faut lui mettre la pression maximale, mais je peux vous dire que je pense que tous ceux qui ont des contacts dans ces milieux-là, les milieux militaires français, sont très inquiets de dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'un missile français qui tomberait sur un hôpital ou qui ferait à ce moment-là des dégâts, et on se souvient tous de ces frappes en Irak, vous vous souvenez de ce bunker qui avait explosé, où Saddam Hussein avait pu montrer à l'époque des femmes, des enfants tués. Si ça arrive, alors là, ce que décrit Nicolas Hénin, qui a fait un livre, je crois, qui s'appelle Djihad Academy, sera encore plus vrai. Effectivement, il y a un énorme risque. Tout le monde est d'accord avec ça? Ah oui, c'est absolument naturel, sauf que je reviens à l'idée de comment est-ce qu'on qualifie la notion de la victoire dans une guerre. Parce que éradiquer le terrorisme, eh bien, on peut délimiter, par exemple, un morceau de territoire qui peut être libéré, je ne sais pas, peut-être par cette coalition déjà assez contradictoire des forces sur le terrain, mais déjà on observe de ce que eh bien, l'ennemi se déplace vers des autres endroits. On commence déjà à parler de la Libye. Ouais. Et donc, qui est-ce qui va bombarder la Libye? Est-ce qu'on doit bâtir une coalition séparée pour chacun des pays, puisque c'est déjà le cas entre l'Irak et la Syrie? Donc, quand on parle de l'éradication du terrorisme, il faut aussi tenir présent ce danger de ce que chaque bombe qui tombe, qui produit des effets collatéraux, ça produit en même temps des dizaines de nouveaux terroristes, dont certaines, peuvent être découvertes derrière le dos de ceux qui l'organisent. Non, je vais dire un mot quand même sur l'origine de ce à quoi on est confronté, cette tragédie. Moi, je connais assez bien la Syrie parce que très longtemps, j'ai couvert ces événements. S'il y a un pays où, en effet, plus que dans d'autres pays de la région, il y avait des forces laïques, des forces démocratiques, des libéraux, des progressistes, etc., c'est bien ce pays-là. Et en effet, quand il y a eu, dans le sillage de la révolution arabe, ce mouvement, ce vaste mouvement profond de révolte, y participaient des islamistes, des laïcs, des libéraux, mais également des chiites, également des chrétiens, etc. C'était un grand mouvement. Mais est-ce que c'était pour la démocratie, réellement pour la démocratie contre cette dictature infernale qu'est celle du Baas. Bon. Est-ce que vous croyez que l'Arabie saoudite, que le Qatar, ou même la Turquie, mais surtout l'Arabie saoudite et le Qatar, désiraient
la victoire de gens qui voulaient établir une démocratie pluraliste et libérale en Syrie. Mais pour eux, c'était terrible, c'était le danger principal. Alors, ils ont décidé de militariser cette révolte. Mais quand on militarise une révolte, vous croyez que c'est les gentils libéraux qui sont les premiers qui prennent les armes, les gentils progressistes, les gentils démocrates, les gentils laïcs? Évidemment, c'est les durs, les plus fanatiques qui deviennent les éléments les plus porteurs. Mais en même temps, quand on militarise, et les autres, naturellement, ont été mis de côté, les démocrates de plus en plus. Bon. Et quand on militarise, il faut donner des armes, et il faut financer. Et qui a donné les armes? Et qui a choisi à qui on donnait les armes? Et qui a financé? Et qui a choisi à qui financer? L'Arabie Saoudite et le Qatar. Et la Turquie, elle, a permis à des renforts djihadistes de venir les renforcer. Et on a accepté ça. On a fermé les yeux devant ça. On a même soutenu ça. La France, au début... elle n'a pas fait exprès, a même livré des armes à des soi-disant rebelles modérés. Le lendemain, c'était passé aux islamistes radicaux. Il y a une erreur d'appréciation. Ce qui se passait en Syrie, absolument incroyable. Bien sûr que s'il y avait des rebelles modérés, il faudrait les aider. Et que c'est l'espoir. Mais il n'y en a plus, ou plutôt sur le terrain, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Se reproduit toujours la même chose, d'ailleurs. Vous vous souvenez, les talibans, ils ne sont pas sortis tout seuls de terre, les talibans. Les talibans, ils ont été armés par les Américains. Ben là, c'est un peu pareil. Voilà. D'ailleurs, au passage, je lis ici ou là, j'ai encore aucune confirmation de ça, mais c'est que les Occidentaux, maintenant, se contenteraient d'avoir les talibans à Kaboul. C'est-à-dire que ce serait un moindre mal d'avoir les talibans plutôt que d'avoir les cousins germains de Daesh. Moi, ce que je voudrais... Et Al-Qaïda, c'est devenu les islamistes modérés. Ouais, c'est les islamistes modérés. Non, mais ah oui. Mais il y a quand même, on en sourit, alors que c'est quand même la vie de beaucoup de gens est en jeu. Il y a deux problèmes majeurs pour ce qui nous concerne, nous, Européens et Français, plus particulièrement. C'est d'abord que si les Kurdes font effectivement cette guerre sur le terrain comme ils la font, ça ne pourra pas rester sans lendemain. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir leur État. Et là, je vous laisse deviner... Ça, c'est très juste. ...le bazar que ça va mettre, parce que dans le même temps, on est en train, petit à petit, sans trop en parler, quand même, de dire à la Turquie, si vous jouez les jeux avec les migrants, si vous nous aidez, l'adhésion à l'Union européenne pourra être... Je vous laisse deviner, dans 10 ans, le problème qui va se poser. C'est-à-dire que si la Turquie... Et si tu me permets, je ne devrais pas dire ça, c'est interdit, mais si tu me permets, on imagine aussi les conséquences électorales de cette connerie. Bah oui, parce que ça voudra dire que si la Turquie est dans l'Union européenne, ça voudra dire que l'Union européenne, ses premières frontières, c'est avec l'Irak, la Syrie, c'est-à-dire que et là, ça sera des guerres qui seront autre chose que les guerres indépendantistes qu'on peut connaître ici ou là. Est-ce que l'autre aspect des choses que soulève peut-être cette remarque de Nicolas Hénan, c'est aussi qu'on parle uniquement de militaires. On entend cette réponse militaire qui est celle d'une coalition. On est tous ici assez bavards, on a tous beaucoup de choses à dire. On entend assez peu un autre discours qui pourrait être celui peut-être qui serait plus peut-être dans la compréhension de ce que est l'État islamique pour le déconstruire. Ça, on l'entend assez peu. Non, mais c'est de la blague. Vous ne pouvez pas avoir de compromis, de compréhension, etc. avec ce qu'est Daesh. Je veux bien qu'on dise ça, mais c'est hors de toute réalité. Oui, il y a quand même eu cette tendance depuis le début à sous-estimer l'État islamique. Et notamment, vous parliez de Nicolas Hénin, je pense que du côté français, on a commencé à comprendre la structure, l'organisation de l'État islamique quand les otages sont entrés, qu'ils ont décrit cette usine à otages dans laquelle ils étaient retenus, quasiment étage par étage, avec des nationalités, enfin une stratégie extrêmement précise. Et la France a tardé à comprendre. On peut aussi dire qu'elle a sous-estimé la menace sur son propre territoire. On l'a vu malheureusement avec les attentats. Et je crois qu'on est peut-être encore dans cette configuration. On a tendance à sous-estimer la capacité de résilience pour les raisons que vous venez d'expliquer, parce qu'il y a des raisons géopolitiques régionales de l'État islamique. On pense que les bombes, au fond, vont les faire fuir, rentrer chez eux. Or, vu les soutiens qu'on vient d'évoquer et vu les ramifications, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je rebondis sur ce que vous disiez, puisque justement, dans cette compréhension de ce qu'est le groupe État islamique, on a eu l'impression de découvrir que tout d'un coup, le groupe État islamique, c'est des Français qui frappent en France, mais c'est des Belges aussi, qu'en gros, il y a on pourrait appeler ça une cellule francophone, en fait. Oui. On a quand même l'impression qu'il y a une méconnaissance totale. Est-ce que ça, est-ce que c'est pas le moment de s'interroger réellement sur qui ils sont pour pouvoir les combattre ? Sur la cellule francophone, je peux vous en parler un petit peu, parce qu'on y a pas mal travaillé au Figaro.
Et il se trouve que cette cellule francophone, elle est connue des services de renseignement européens qui suivent ça de très très près. Simplement, c'est très compliqué, si vous voulez, de savoir exactement à chaque fois où ils sont. Mais cette cellule franco, en gros, elle est franco-belge. Il y a quelques Suisses, d'ailleurs. Il y a des Suisses. Il faut le signaler. Probablement la plupart des Suisses d'origine maghrébine. Mais cette cellule, elle est connue parce qu'ils représentent le plus gros bataillon étranger. Cette cellule francophone, cette filière francophone, c'est le plus gros bataillon étranger, je crois, à l'État. Les importants, c'est des Tchétchènes. Et il y a des Tchétchènes, oui, il y a des Tchétchènes aussi. Oui. Des Tchétchènes francophones, peut-être. Mais, si vous voulez, de l'intérieur, je crois que ce qu'on sait, par exemple aussi, c'est que tout l'état-major de l'organisation de l'État islamique est en grande partie constitué des anciens militaires de Saddam Hussein, enfin de l'ancienne état-major de l'Irak, de l'Irak. En Syrie, en Irak. En Irak, oui. Donc ça, on sait que ce sont des gens qui, de toute manière, ils se sont retrouvés avec des armes, et puis ils ont mené une lutte qui n'est pas du tout, évidemment, compatible avec ce que nous, on pense vouloir faire. Moi, je souhaiterais ajouter quand même un aspect, je dirais, à cette notion État islamique, puisque si le phénomène, le problème pouvait être réduit je dirais, à la destruction de l'État islamique, à mon avis, ça aurait pu être résolu, bon, après tout, avec des moyens dont possède le monde occidental, plus la Russie et, bon, en partie les alliés obligés, par exemple, dans le monde arabe, ça, c'est réaliste. Par contre, qu'est-ce qu'on découvre maintenant avec l'attentat aux États-Unis? Il n'y a pas d'État islamiste qui avait monté cette opération, qui a envoyé ses émissaires, qui a préparé dans son camp d'entraînement en Afghanistan ou au Sinaï ces terroristes. Non, il s'agit donc d'une sorte de la notion qui devient une notion diffuse. Et donc, c'est les sociétés actuelles, les sociétés modernes, les sociétés occidentales, mais aussi russes, qui fait partie de ce monde, qui doivent trouver un nouveau modus vivendi avec cette civilisation, qui est une civilisation de l'islamisme radical. Je vous demanderai d'y répondre très rapidement, on arrive au terme de l'émission. Est-ce que la situation à l'heure actuelle vous inquiète, ou est-ce que vous prenez un recul de journaliste par rapport à ce qui se passe avec cette coalition et par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle en France, peut-être Yves Tréhard? Moi, je dirais que non, il y a de quoi être vraiment très inquiet, parce que je pense que là, on est dans une phase de plaque tectonique dont on ne connaît pas du tout quel sera le résultat dans quelques années. Ce qui m'inquiète, c'est que, à mon avis, pour l'instant, on est uniquement à l'étape de la recherche de la solution de ce problème, sans pouvoir produire des réponses convaincantes. Jean-François Kahn, rapidement. Je suis un peu gêné par l'expression un modus vivendi. On a eu raison de ne pas chercher de modus vivendi avec le nazisme. Il n'y avait pas de modus vivendi possible que le nazisme, il fallait l'écraser. Mais cela étant, là où il y a une question, c'est qu'il ne faut pas, pour l'écraser, il faut l'écraser, absolument l'écraser, mais il ne faut pas, pour l'écraser, lui sacrifier l'état de droit. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et donc, il faut se battre sur nos valeurs, qui sont les valeurs de la démocratie, de la République, etc. Mais évidemment... Avec deux questions qui demeurent et qui nourrissent l'inquiétude. La première, c'est que l'histoire récente démontre, Taliban, Al-Qaïda, que le diable finit toujours par ressurgir, malgré les bombes. Et la deuxième chose, c'est que l'État islamique continue de servir les intérêts de pas mal de gens. Donc les attentats font énormément de dégâts, mais dans la région, pas mal de pays continuent de trouver leur intérêt avec un État islamique qui est là, qui est fort, qui contrôle un territoire. Qui vend du pétrole. Et qui vend du pétrole. Voilà, je vous propose, puisque Dilemme cette semaine, évidemment, revient sur cette actualité, je vous propose de terminer cette émission avec lui, comme toujours. Vous allez le voir, les premières frappes britanniques en Syrie menées ce jeudi, quelques heures seulement après le feu vert du Parlement. Et c'est un déluge, un empilement de bombes au sol. La tuerie de San Bernardino aux États-Unis, c'est le rêve américain version terroriste au pays des armes. Puis la cote de confiance de François Hollande fait un bond sans précédent de 22 points en novembre pour s'établir à 50% d'opinion favorable selon un sondage diffusé mardi. C'est une hausse aussi vertigineuse que le trou de la couche d'ozone. Et enfin, il est ruiné de chez ruiné. Ce sont ses propres mots. L'homme d'affaires français Bernard Tapie est condamné à rembourser plus de 404 millions d'euros octroyés lors d'un arbitrage en 2008 dans le litige qui l'oppose au Crédit Lyonnais. Voilà, et on termine comme chaque semaine avec un grand sourire grâce à Dilemme. Merci à lui, merci à vous qui nous regardez.
regarder aux quatre coins de la planète. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube et je vous dis à dimanche prochain.